Un soir, une éleveuse est partie en voiture pour déplacer du bétail sur sa propriété texane, une tâche routinière qu'elle avait déjà effectuée à maintes reprises. Mais cette fois, elle n'est jamais rentrée chez elle. Pendant 9 ans, sa disparition est restée un mystère complet, sans aucune trace d'elle ni de son pick-up. Puis, un jour, une équipe de forage pétrolier travaillant dans le désert reculé a découvert un objet métallique profondément sous terre. Lorsqu'ils l'ont finalement remonté à la surface, cela a révélé une affaire qui hantait sa famille depuis près de 10 ans. Le soleil de l'après-midi tapait impitoyablement sur le ranch Walker, projetant de longues ombres sur le paysage poussiéreux du Texas. Thomas Walker, la main usée par le temps et tachée d'huile moteur, était penché sur le moteur de son vieux tracteur John Deere dans le hangar à matériel. À 62 ans, il avait appris à effectuer lui-même la plupart des opérations d'entretien, cela lui permettait d'économiser de l'argent et de rester occupé. Le ranch était plus calme ces 9 dernières années depuis la disparition de Savannah. Il serrait sa ceinture lorsqu'il entendit le crissement caractéristique des pneus sur le gravier. Levant les yeux par la porte ouverte du hangar, il aperçut une voiture de police soulevant de la poussière en approchant de la maison principale. Thomas sortit un chiffon de sa poche arrière et essuya la graisse de ses mains du mieux qu'il put. Cela faisait un moment que les forces de l'ordre n'étaient pas venues au sujet de l'affaire Savannah. La première année, elles étaient venues régulièrement. Au bout de 3 ans, les visites avaient complètement cessé. Thomas sortit à leur rencontre, plissant les yeux face au soleil alpin éclatant. 2 officiers sont sortis de la voiture de patrouille, l'un d'eux était l'adjoint Martinez, l'autre un jeune officier qu'il ne connaissait pas. « Bonjour, officier », lança Thomas, toujours en train de frotter le chiffon entre ses doigts. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» L'adjoint Martinez retira sa casquette, un geste qui mit immédiatement Thomas sur les nerfs. Ce n'était jamais bon signe. « Monsieur Walker, nous devons vous parler. Nous avons trouvé quelque chose. » Quelque chose serra la poitrine de Thomas. « Nous pensons avoir retrouvé le camion que votre fille utilisait la nuit de sa disparition. » Thomas laissa échapper un petit rire sarcastique. « Après 9 ans, où l'avait-il trouvé? Au fond du Rio Grande ?» Les officiers échangèrent un regard. L'expression de Martinez resta terriblement sérieuse. « Non, monsieur. Il était enterré profondément dans le désert, juste à l'extérieur de la ville fantôme de Terlingua. » Enterré. Thomas secoua la tête. « Ça paraît impossible. Vous me dites que quelqu'un a enterré un camion entier. » « C'est une équipe de forage pétrolier qui l'a trouvé, » a expliqué le jeune officier. Ils installaient une nouvelle station de forage sur un ancien site. En commençant à forer, ils ont heurté du métal. Il s'est avéré que c'était le camion de votre fille. Thomas les fixa du regard, le chiffon lui tombant des mains. L'absurdité de la situation était accablante, mais l'expression des officiers lui indiquait, ce n'était pas une blague. « J'ai du mal à croire à ces bêtises, » murmura-t-il, mais sa voix avait perdu son mordant. « Nous avons besoin que vous nous accompagniez, monsieur Walker, » dit doucement Martinez. « Nous avons besoin que vous identifiez le camion. Confirmez que c'est bien celui que conduisait Savannah. C'est une preuve maintenant. » Thomas hocha lentement la tête, son esprit s'emballant. « Laissez-moi sécuriser les choses ici. » Il se tourna et appela Manuel, son contremaître de ranch qui travaillait dans le pâturage voisin. « Manuel, j'ai besoin que tu surveilles les lieux. Je dois y aller avec ces officiers. » Manuel s'approcha en courant, observant la scène avec inquiétude. « Tout va bien, patron ? » « Ils ont retrouvé le camion de Savannah, » dit Thomas doucement. « Je reviens dès que possible. » Thomas monta à l'arrière de la voiture de patrouille, son esprit bouillonnant de questions. Le trajet jusqu'au site dura environ 1h30, serpentant à travers le paysage désertique clairsemé qu'il connaissait si bien. À l'approche de Terlingua, il put observer l'activité de loin, plusieurs véhicules, dont ceux de la police d'État, groupés autour de ce qui ressemblait à une opération de forage. À leur arrivée sur le site désertique, Thomas fut frappé par le chaos qui régnait. Les autorités et les travailleurs du pétrole avaient envahi la zone, délimitant un périmètre avec du ruban jaune.
Au centre de tout cela se trouvait un pick-up, taché de rouille et couvert de terre, suspendu par de lourdes chaînes à une grue. Derrière lui, un énorme trou béait, là où l'équipement de forage avait percé. Thomas sortit de la voiture de patrouille, ses jambes tremblant sur le sol sablonneux. Un homme en costume s'est approché, le détective Rodriguez de la police d'État qui avait travaillé sur l'affaire de Savannah au début. « Monsieur Walker », dit Rodriguez en lui tendant la main. « Je suis désolé que nous devions nous revoir dans ces circonstances. » Thomas lui serra la main, les yeux fixés sur le camion. Rodriguez l'a guidé vers un homme corpulent portant un casque de sécurité de compagnie pétrolière. « Ici Jim Patterson de Purion Drilling. »« Jim, dites à Monsieur Walker ce que vous nous avez dit. » Patterson s'éclaircit la gorge. « Eh bien, monsieur, cet endroit était indiqué dans nos relevés comme un site de forage désaffecté datant des années 1960. Lorsque mon équipe est arrivée ce matin, nous avons remarqué un gros rocher posé à l'endroit où aurait dû se trouver l'ancienne tête de puits. Cela paraît étrange, dit Thomas. D'habitude, les vieux puits sont simplement bouchés et marqués, et non recouverts de rochers. Thomas hocha la tête, essayant de se concentrer sur les paroles de l'homme tandis que ses yeux continuaient à dériver vers le camion. Nous avons déplacé le rocher et effectué nos tests de pénétration de sol habituels, mais l'ancien équipement a dû perturber nos relevés, car nous n'avons rien détecté d'anormal. Nous avons commencé à forer pour rouvrir le puits et, à environ 4,5 mètres de profondeur, nous avons trouvé quelque chose qui n'était ni de la roche ni de la terre. L'opérateur de la perceuse a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. « Alors tu l'as déterré ?» demanda Thomas. Il le fallait. Nos détecteurs n'ont pas réussi à identifier ce qu'on avait trouvé. Il nous a fallu 3 heures avec la pelleteuse pour le découvrir soigneusement. Dès qu'on a vu que c'était un véhicule, on a appelé les autorités. Franchement, pourquoi quelqu'un jetterait-il un camion dans un puits de pétrole, à moins de vouloir cacher quelque chose ? Thomas s'approcha du camion. Malgré 9 ans passés sous terre, il était remarquablement intact. La sécheresse du désert l'avait mieux préservé qu'il ne l'aurait cru, même si la rouille avait endommagé des parties du châssis et des passages de roues. Le pare-brise avant a été brisé à l'endroit où la perceuse avait percé. « Quelqu'un a délibérément jeté ça ici », dit Thomas d'une voix tendue. Ce n'est pas du tout l'itinéraire habituel de Savannah. Elle n'aurait jamais conduit près d'un puits de pétrole. Le détective Rodriguez hocha la tête. Nous n'avons trouvé aucun reste humain à l'intérieur ou autour du véhicule, mais il semble bien qu'il s'agisse d'une scène de crime. Quelqu'un a déployé des efforts considérables pour dissimuler ce camion. Puis-je voir ce qu'il y avait à l'intérieur, demanda Thomas. Rodriguez le conduisit à une tente provisoire installée à proximité. Sous la lumière crue de lampes portatives, une table pliante présentait des sacs de preuves, chacun méticuleusement étiqueté et photographié. Thomas retint son souffle lorsqu'il reconnut les affaires de Savannah, son portefeuille en cuir avec le bouton pression turquoise, un élastique à cheveux avec des mèches de ses cheveux noirs encore enroulés dedans, son petit collier en argent en forme de croix qui avait appartenu à sa mère. « Ce sont les siennes », confirma Thomas d'une voix rauque. Il désigna un outil multifonction. « C'est à moi. Je le lui ai donné en cas d'urgence. » Son doigt se dirigea vers un manomètre de pression des pneus. « C'est aussi le mien. Je lui ai dit de le garder dans le camion. » Une agitation près de l'entrée du site a attiré leur attention. Le SUV du shérif Clayton Ridge s'arrêta, la poussière tourbillonnant autour de lui. Le shérif en sortit, ajustant son chapeau tout en observant la scène. Le détective Rodriguez et Thomas se sont approchés pour le rencontrer. « Désolé pour le retard », dit le shérif, légèrement essoufflé. « J'ai été bloqué par un accident de la circulation sur la route 118, un carambolage impliquant 3 voitures. J'ai dû attendre l'arrivée des policiers. »« C'est bon », a déclaré Rodriguez. Le shérif Ridge se tourna vers Thomas, son expression s'adoucissant. « Thomas, je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais qu'on a cherché pendant 9 ans et qu'on a enfin trouvé quelque chose comme ça. Heureusement qu'on a retrouvé le camion, dit prudemment Thomas, mais ma fille est toujours portée disparue. On ne sait pas si elle est vivante ou morte,
si elle est saine et sauve ou si elle souffre. Ce camion n'explique rien. Et les échantillons d'ADN, demanda Thomas à Rodriguez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait nous dire ce qui s'est passé. La police scientifique a rassemblé tout ce qu'elle a pu trouver, lui a assuré Rodriguez. Fibres capillaires, échantillons de sang prélevés sur les sièges, empreintes digitales si elles ont survécu. Il faudra au moins quelques jours pour tout traiter au laboratoire. Je me suis approché du shérif. Shérif Ridge, pouvons-nous reprendre les opérations dans les environs? Nous avons des contrats à honorer. Non, dit fermement le shérif. C'est une scène de crime maintenant. J'agrandis le périmètre. Nous allons envoyer une équipe de fouilles inspecter les environs pour voir s'il y a autre chose d'enfoui ici. Rodriguez a vérifié son téléphone. Je dois retourner au poste et réexaminer les dossiers avec ces nouvelles preuves. Je vais raccompagner Thomas chez lui, proposa le shérif Ridge. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec lui de toute façon. Thomas regarda les deux hommes, puis hocha la tête. Il suivit le shérif jusqu'à son SUV, jetant un dernier regard au camion caché depuis 9 ans. Le retour au ranch se fit en silence, le shérif Ridge gardant les yeux rivés sur la route tandis que Thomas contemplait le paysage familier. Arrivé devant la maison principale, le shérif coupa le moteur et se tourna vers Thomas. « Ça te dérange si on discute dans ton bureau? J'ai besoin de discuter de certaines choses avec toi. » Thomas hocha la tête et traversa la maison jusqu'à son petit bureau au fond. La pièce était simple, un bureau couvert de documents du ranch, un classeur, 2 chaises et des murs tapissés de photos de concours de bétail, dont une photo bien visible de Savannah sur son cheval, prise quelques mois avant sa disparition. Le shérif s'installa sur la chaise en face du bureau et sortit un petit carnet. Il fit claquer son stylo à plusieurs reprises avant de parler. « Thomas, j'ai besoin que tu me racontes à nouveau cette nuit-là. Je sais que ça fait longtemps. L'affaire a été classée sans suite en 3e année, mais avec ces nouvelles preuves, il faut tout revoir. » Thomas s'appuya contre le dossier de sa chaise, les mains jointes devant lui. « J'ai raconté cette histoire 100 fois, Clayton. Je sais, mais dis-le-moi encore une fois. » Thomas prit une profonde inspiration. Savannah déplaçait du bétail ce soir-là, comme elle le faisait souvent. Elle quittait généralement le ranch vers 20h avec son camion. Le trajet jusqu'au pâturage à l'ouest dure environ 45 minutes. Elle aimait travailler tard le soir pour éviter la concurrence avec le ranch voisin. Ils utilisent parfois les mêmes points d'eau, et elle préférait éviter tout conflit. Le shérif a griffonné des notes. Continue. J'étais là, en train de terminer mes papiers. Comme elle n'était toujours pas rentrée à 11h, je suis parti la chercher. Il faisait déjà nuit. J'ai trouvé le bétail encore au pâturage, mais il n'y avait aucun signe de Savannah ni du camion. Au début, je n'étais pas trop inquiet. La voix de Thomas devint plus calme. Elle avait 28 ans, Clayton. Une femme indépendante qui connaissait ce pays mieux que quiconque. Je me suis dit qu'elle avait peut-être eu un problème de camion et qu'elle avait dû se faire déposer, ou qu'elle avait décidé de camper là-bas pour la nuit. Elle l'avait déjà fait. Mais elle n'est pas revenue. Non. Quand je me suis réveillé le lendemain matin et qu'elle n'était toujours pas là, c'est là que je vous ai appelé. La mâchoire de Thomas se serra. Je vis avec cette culpabilité depuis. Si j'avais appelé ce soir-là au lieu d'attendre le matin, peut-être que ce qui lui est arrivé aurait pu être évité. Le shérif Ridge prit d'autres notes, puis leva les yeux avec une expression que Thomas ne parvenait pas à déchiffrer. Tu as dit que tu étais allé te coucher. À quelle heure était-il? Vers minuit, après mon retour de la vérification des pâturages. Et tu étais seul ici? Manuel et les autres ouvriers étaient rentrés chez eux. Ils n'habitent plus sur la propriété. Le shérif se pencha en avant. Thomas, où étais-tu exactement entre 20h et le moment où tu es allé la chercher? Thomas fronça les sourcils. Je te l'ai dit. J'étais ici, dans ce bureau. Quelqu'un peut-il vérifier cela? Quoi? Thomas se redressa sur sa chaise.
Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de vérifier ça? À quelle heure exactement êtes-vous parti la chercher? Et pourquoi n'étiez-vous pas assez inquiet pour chercher plus attentivement ou nous appeler immédiatement? Les questions s'accéléraient, le ton du shérif passant de la conversation à l'interrogatoire. Thomas sentit une chaleur lui monter à la nuque. Clayton, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'as absolument rien compris. Je n'ai pas kidnappé ma propre fille. Pourquoi ferais-je ça? Je n'ai pas dit que vous l'aviez kidnappée, répondit calmement le shérif. Mais nous devons explorer toutes les pistes. Dans ce genre de cas, il arrive que des membres de la famille soient impliqués. Tu perds ton temps si tu penses que j'ai fait ça, dit la voix de Thomas d'une voix dure maintenant. J'étais là de 20h à 23h, à m'occuper des comptes du ranch. Ensuite, je suis allé au pâturage, j'ai passé environ 1 heure à observer les alentours, et je suis revenu. Et même si j'avais voulu, ce qui est insensé, j'ai 62 ans, vous croyez que je pourrais ensevelir un camion sous des tonnes de sable du désert en une nuit, sans que personne ne le remarque, sans laisser de traces, sans être vu? Le shérif a pris d'autres notes. Et le personnel du ranch? Où était-il cette nuit-là? Thomas frappa le bureau de sa main. Maintenant, tu soupçonnes tout mon ranch? Manuel est avec moi depuis 20 ans. Les autres sont des hommes bien. J'aimerais les interroger à nouveau. Avec tout le respect que je vous dois, shérif, je ne respecte pas ce que vous faites en ce moment. Vous perdez du temps qui devrait être consacré à de vraies pistes. Thomas se pencha en avant. Tu veux faire quelque chose d'utile? Regarde les images de vidéosurveillance de Turlinga et des villes proches prises cette nuit-là. Cherche des camions lourds, des engins d'excavation, quelque chose qui pourrait déplacer suffisamment de terre pour enterrer un pick-up. Le shérif Ridge secoua la tête. À ce stade, ce n'est pas nécessaire. Et nous devrons nous coordonner avec le département de Tursinguistique. Je sais comment faire mon travail. Et toi? Thomas se leva. Parce que de là où je suis assis, on dirait que tu es plus intéressé à me pointer du doigt qu'à découvrir qui a réellement enterré ce camion. Le shérif se leva également et ferma son carnet. Je suis la procédure. Alors, suivez-le ailleurs. Vérifiez les caméras de circulation. Demandez à la compagnie pétrolière qui savait que ce puits était là. Enquêtez sérieusement. Thomas se dirigea vers la porte. On a terminé. Si vous voulez me reparler, ce sera au poste, en présence de l'inspecteur Rodriguez. Il raccompagna le shérif hors de la maison et le regarda monter dans son SUV. Ils ne se serrèrent pas la main et n'échangèrent pas de civilité. Les pneus du shérif soulevèrent la poussière tandis qu'il s'éloignait, laissant Thomas debout sur son Porsche, les poings serrés. L'homme censé l'aider à retrouver sa fille venait de le traiter comme un suspect. Après 9 ans d'inactivité, ils avaient enfin une piste sérieuse, et Clayton Ridge préférait perdre son temps à l'interroger plutôt qu'à la suivre. Après la disparition du SUV du shérif sur la route du ranch, Thomas resta un moment sur son Porsche, essayant de calmer sa colère. Il jeta un coup d'œil à l'horloge visible par la fenêtre, 16 heures. La chaleur de l'après-midi était accablante et sa gorge était sèche après toutes ces discussions. Son estomac lui rappelait qu'il n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. Il se dirigea vers le hangar à matériel, où Manuel organisait les outils. « Je sors un peu », cria Thomas. « Vous savez ce qu'il faut faire. » Manuel leva les yeux avec inquiétude. « Ça va, patron? J'ai juste besoin de me changer les idées. Je reviens plus tard. » Thomas monta dans son pick-up et prit la direction de la ville. Au volant, il laissa échapper un rire sarcastique en repensant à la suggestion du shérif selon laquelle ses ouvriers agricoles l'auraient peut-être aidé à enterrer le camion de Savannah. L'absurdité de la situation raviva sa colère. La taverne de Stispur se trouvait juste à côté de la route principale, à 15 minutes du ranch. C'était une institution locale, ouverte à 16 heures précises pour les éleveurs et les ouvriers du pétrole qui sortaient de leur service. Thomas s'arrêta sur le parking en gravier, remarquant seulement une poignée de véhicules à 7 heures matinales. À l'intérieur,
la climatisation apportait un soulagement bienfaisant. Thomas prit place au bar, face à Jake, le barman qui servait les boissons ici depuis toujours. Du whisky pur. Et le sandwich que tu as préparé, dit Thomas. Jake hocha la tête et leva les yeux vers la télévision installée dans un coin. Les informations locales montraient des images du site de forage, du camion soulevé du trou. Tom, j'ai vu les infos. C'est vraiment? Ne posez pas de questions, s'il vous plaît, l'interrompit Thomas. J'ai déjà assez mal à la tête. Je suis juste venu me calmer. Jake leva les mains en signe de compréhension et attrapa la télécommande, changeant de chaîne pour un récapitulatif sportif. Et, lança une voix depuis une table du fond. Pourquoi l'as-tu changé? Je regardais ça. Désolé pour ça, dit doucement Jake à Thomas, l'air embarrassé. L'homme qui s'était plaint se leva et alla au bar, s'asseyant un tabouret plus loin que Thomas. Il était plus jeune, peut-être la quarantaine, et avait l'air de quelqu'un qui avait fait un long voyage en voiture. Il jetait des coups d'œil à la télévision, désormais changée, avec une frustration évidente. Thomas l'observait en sirotant son whisky. L'homme était visiblement absorbé par l'actualité, ce qui semblait étrange pour un inconnu. Après un moment, Thomas décida de briser la glace. Tu es du coin. Je ne crois pas t'avoir déjà vu. L'homme se retourna, semblant reconnaissant de la conversation. Non. Je viens d'arriver. Je suis venu du Nouveau-Mexique. Il a tendu la main. Barry Granger. Thomas l'a secoué. Thomas Walker. Qu'est-ce qui vous amène chez Alpine? Je cherche mon frère, en fait. Terry Granger. Il est policier ici. Enfin, il l'était. Thomas a failli s'étouffer avec sa boisson. Terry Granger, de la police de la circulation? C'est lui. Tu connais Terry? Le visage de Barry s'illumina d'espoir. Nous avons travaillé ensemble sur une affaire il y a des années. Thomas fit un geste vague vers la télévision. Ce camion qu'ils ont retrouvé, il m'appartenait. Ma fille le conduisait quand elle a disparu. L'expression de Barry s'effondra. Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolé. Je n'en avais aucune idée. Jake changea de chaîne. Thomas fit un geste de la main pour s'excuser. C'est bon, mais pourquoi es-tu seul ici? Où est Terry? C'est justement ça, je ne le trouve pas, la frustration de Barry était évidente. Je suis à Alpine depuis 2 jours. Je suis allé au commissariat, mais ils m'ont dit que Terry avait démissionné il y a 9 ans. Personne ne semble savoir où il est allé il y a 9 ans. Thomas fronça les sourcils en y repensant. Comme ma fille dans ce foutu camion. Attends, maintenant que tu le dis, je me souviens que quelqu'un m'a dit que Terry avait déménagé au Mexique. Le Mexique? Barry parut stupéfait. Il ne m'a rien dit. Pourquoi est-il parti sans rien dire? Ils restèrent silencieux un moment, pendant que Thomas assimilait l'information. Terry était l'un des agents chargés du contrôle routier lors de l'enquête initiale. Il avait été d'une grande aide, en capturant des images de caméras sur les autoroutes. Terry vous a-t-il déjà parlé du cas de ma fille? Demanda Thomas. Barry secoua la tête. On n'était pas si proches, en fait, on s'est à peine parlé après la mort de nos parents. On ne s'est pas quitté en bons termes. Il fixa sa bière. Ma vie était plutôt chaotique à l'époque, mais je me reprends maintenant. Je voulais renouer avec lui. Sauf que personne ne sait où il est. Quelqu'un au commissariat doit bien savoir quelque chose. Je connais beaucoup de gens là-bas. L'inspecteur Rodriguez a travaillé avec moi, il saurait sûrement si Terry avait vraiment déménagé au Mexique. J'apprécie, mais tu as tes propres problèmes. Je ne devrais pas t'encombrer avec les miens. Ce n'est pas grave. Thomas termina son whisky tandis que les nouvelles passaient à la météo. Écoute, tu as besoin d'aide pour retrouver ton frère, et je dois de toute façon parler à l'inspecteur après mon accrochage avec le shérif. Jake apporta le chèque, mais Barry le saisit avant que Thomas puisse prendre son portefeuille.
C'est le moins que je puisse faire, dit Barry. Merci. Thomas se leva. Tu as un véhicule? Non. Barry se passa la main dans les cheveux. J'ai pris un taxi depuis mon motel. Viens avec moi alors. La gare n'est pas loin. On verra ce que l'inspecteur sait sur Terry. Le soulagement de Barry était palpable. Merci. Ils quittèrent le bar ensemble, s'avançant dans la chaleur étouffante de cette fin d'après-midi. Alors que Thomas déverrouillait son pick-up, une sensation tenace le tiraillait. Le départ soudain de Terry cette même année aussi peu de temps après la disparition de Savannah semblait plus qu'une simple coïncidence. Le commissariat d'Alpine était un modeste bâtiment en briques au service de la communauté depuis les années 1970. Thomas s'arrêta sur le parking visiteur, constatant à quel point il semblait plus fréquenté que lors de sa visite matinale sur le site de forage. Lui et Barry franchirent les portes vitrées pour entrer dans le hall. L'accueil était assuré par l'agente Patricia Hernandez, que Thomas connaissait depuis sa première année. Elle leva les yeux de son ordinateur avec un sourire professionnel qui s'estompa légèrement lorsqu'elle le reconnut. Monsieur Walker, de retour aujourd'hui. Patricia. J'ai besoin de voir l'inspecteur Rodriguez. Est-il là? Elle jeta un coup d'œil à son écran. En fait, il est sorti il y a environ 1 heure, mais je peux le contacter si vous avez besoin de lui parler en urgence. Thomas fit un geste vers Barry. Voici Barry Granger. Il cherche son frère, l'agent Terry Granger. J'essaie de l'aider. L'expression de Patricia se transforma en reconnaissance lorsqu'elle regarda Barry. Ah oui, monsieur Granger, vous êtes venu hier pour vous renseigner sur l'agent Granger. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons aucune information le concernant. Il a quitté le service il y a 9 ans. Je sais, dit Barry, mais j'espérais que quelqu'un pourrait m'en dire plus sur le moment où il a démissionné et sur l'endroit où il a déménagé. Patricia secoua la tête avec sympathie. Les seuls à pouvoir détenir cette information seraient l'inspecteur Rodriguez ou le shérif Ridge. Ils étaient là quand l'agent Granger est parti. Thomas sentit sa mâchoire se serrer à la mention du shérif, se souvenant de leur échange quelques heures plus tôt. Pourtant, il se devait de demander, le shérif est-il dans son bureau? Il n'est pas encore rentré, répondit Patricia, mais il devrait arriver d'une minute à l'autre. D'habitude, il ne s'absente pas trop longtemps de la gare, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Barry toucha le bras de Thomas. Écoute, tu t'es déjà donné assez de mal pour moi. Allons-y, je vais régler ça tout seul. Mais Patricia pointait déjà du doigt la voiture par la fenêtre. En fait, c'est lui qui arrive. Je t'avais dit qu'il ne tarderait pas. Thomas et Barry se dirigèrent vers la porte pour intercepter le shérif. À travers la vitre, ils virent le SUV du shérif Ridge se garer à quelques places de la camionnette de Thomas. Ils sortirent dans la chaleur de l'après-midi, s'attendant à voir le shérif surgir immédiatement, mais il ne le fit pas. Ils pouvaient apercevoir sa silhouette à travers les vitres teintées, apparemment au téléphone. Ils attendaient, maladroits, à l'entrée de la gare. Peut-être que nous devrions attendre à l'intérieur, suggéra Barry après 1 minute. Il faut que je récupère quelque chose dans mon camion de toute façon, dit Thomas. Mon chargeur de téléphone est à plat depuis le début de la journée à cause de tous ces appels. Il traversa le parking en sortant ses clés de sa poche. Le SUV du shérif était garé, vitres entr'ouvertes pour aérer, et lorsque Thomas passa derrière, il entendit la voix du shérif portée par l'air chaud. Faites vite, disait le shérif. Bones, oui. Trouvez Bones. Thomas tâtonnait avec ses clés, essayant de se concentrer sur ses propres affaires. Le shérif discutait probablement d'une autre affaire, après tout, il avait tout un comté à gérer. Non, je ne quitte pas la ville. D'accord, très bien. La voix provenant des haut-parleurs de la voiture était plus difficile à distinguer ou juste une petite voix masculine répondant au shérif. Thomas ressentit une pointe de gêne pour le shérif. L'homme ne se rendait probablement pas compte de la qualité du son provenant de son véhicule. Il devrait en parler discrètement plus tard, pour préserver sa vie privée.
Thomas ouvrit la portière de son camion et attrapa le chargeur de téléphone dans la console centrale. Il s'apprêtait à repartir lorsque d'autres paroles s'échappèrent du véhicule du shérif. Pas Terry Granger. Numéro où tout le monde s'en fiche. T'inquiète. Le nouveau au bureau. Thomas se figea, la main toujours sur la portière du camion. Terry Granger? Pourquoi le shérif parlait-il de la disparition du frère de Barry? Le moteur du shérif démarra soudain. Thomas leva les yeux et vit le SUV sortir de sa place en marche arrière. Barry courait vers lui depuis l'entrée de la station. C'est vraiment le shérif? Il repart? L'esprit de Thomas s'emballa, discussion sur les os, la gestion rapide d'une situation, puis le nom de Terry Granger. Rien de tout cela ne lui convenait. Monte dans la voiture, dit Thomas d'un ton pressant. Quoi? Pourquoi? Je crois que j'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Monte, tout simplement. Barry n'insista pas davantage. Ils montèrent tous deux dans le camion de Thomas, qui démarra le moteur et quitta le parking juste au moment où le SUV du shérif s'engageait sur la route principale. Que as-tu entendu? Demanda Barry tandis qu'il le suivait à distance. Le nom de ton frère, dit Thomas, les mains crispées sur le volant. Le shérif parlait de Terry Granger. Il a dit que personne ne se souciait de lui. Le visage de Barry pâlit. Quoi d'autre? Il s'agit d'os et de manipulation rapide. Thomas gardait les yeux fixés sur le véhicule du shérif, devant lui. Barry, ça ne me plaît pas. Ton frère a disparu à peu près au même moment que ma fille. Le shérif est venu chez moi, m'accusant d'avoir kidnappé ma propre fille, et maintenant il a des conversations secrètes au sujet de ton frère. Quelque chose ne va pas. Ils roulèrent dans un silence tendu, les deux hommes assimilant les implications de ce que Thomas avait entendu. Thomas gardait une distance prudente derrière le SUV du shérif, essayant de se fondre dans la circulation clairsemée du soir. Le shérif roulait à toute vitesse, se faufilant entre les quelques voitures sur la route avec une urgence qui renforçait les soupçons de Thomas. Il conduit comme s'il était en retard pour quelque chose d'important, observa Barry, saisissant la poignée de la porte tandis que Thomas accélérait pour suivre le rythme. Ou essayer d'arriver quelque part avant quelqu'un d'autre, marmonna Thomas. Je vais essayer de l'appeler, dit Thomas en sortant son téléphone tout en gardant une main sur le volant. Il y a peut-être une explication. Il trouva le numéro du shérif et le composa. À travers la distance qui les séparait, il vit la main du shérif se poser sur son téléphone, y jeter un coup d'œil, puis le poser. L'appel aboutit sur la messagerie vocale. Il m'ignore, dit Thomas. Alors qu'ils atteignaient le sommet d'une petite colline, Thomas pouvait encore voir que le shérif était en communication téléphonique, une main faisant des gestes pendant qu'il parlait. Et c'est le détective, suggéra Barry. Thomas composa le numéro de Rodriguez et passa en mode haut-parleur dès que l'appel fut établi. Inspecteur Rodriguez. Thomas, répondit l'inspecteur. Je suppose que vous appelez à propos du site de forage. Nous analysons les preuves aussi vite que... Non, non, interrompit Thomas. En fait, j'ai autre chose à vous demander. Vous souvenez-vous de l'agent Terry Granger? Il y eut un long silence. Quand Rodriguez reprit la parole, sa voix était prudente. Terry Granger? Oui. Je me souviens de lui. Il a déménagé au Mexique il y a environ 8 ans. C'était assez soudain. Barry se pencha vers le téléphone. Inspecteur Rodriguez, voici Barry Granger, le frère de Terry. Je suis venu le chercher. Tout le monde dit qu'il est allé au Mexique, mais c'est incohérent. Je suis désolé, monsieur Granger, mais c'est ce qu'on nous a dit. Il a dit qu'il voulait se trouver une autre passion, essayer quelque chose de nouveau. Pas question, dit Barry fermement. Terry adorait être policier. Il était si fier de son badge, il disait qu'il emporterait ce métier jusqu'à la mort. Pourquoi est-ce important en ce moment, a demandé Rodriguez. Thomas a expliqué sa confrontation avec le shérif cet après-midi-là, les étranges accusations et ce qu'il avait entendu sur le parking. Juste ici, inspecteur.
Vous suivez le shérif Ridge. Thomas fronça les sourcils. Ce n'est pas une bonne idée. Tu devrais, il se retourne. Barry l'interrompit, ils descendent ce chemin de terre. Ils regardèrent le SUV du shérif ralentir et tourner sur un chemin de terre menant à ce qui ressemblait à une vieille ferme, à peine visible dans le crépuscule qui tombait. Inspecteur, je vous rappelle, dit Thomas en raccrochant. Il ralentit, cherchant un endroit où se garer. À une centaine de mètres de l'entrée de la ferme, il trouva un bosquet de mesquite qui lui offrait un abri. Il coupa le moteur et les phares. « Qu'est-ce qu'on fait » murmura Barry. « Je regarde » répondit Thomas. « Il se passe quelque chose ici. » À travers le crépuscule qui s'épaississait, il distinguait mieux la ferme. Elle était délabrée, mais pas abandonnée. Des lumières brillaient aux fenêtres et des véhicules étaient garés devant. Le SUV du shérif s'était arrêté à mi-chemin de l'allée, et une autre voiture approchait en sens inverse. « Regardez » pointa Barry. Plusieurs hommes sortirent de la voiture nouvellement arrivée. Thomas compta 3, peut-être 4 silhouettes dans la pénombre. Ils s'installèrent à l'arrière de leur véhicule et en sortirent quelqu'un. Même de loin, il était clair que la personne était ligotée, ses mouvements limités, trébuchant tandis qu'elle était tirée entre les hommes. « Mon Dieu » souffla Barry. « Cette personne a les yeux bandés ?» Thomas plissa les yeux, regrettant d'avoir des jumelles. Les silhouettes se dirigèrent vers le SUV du shérif et, avec une horreur grandissante, regardèrent la personne ligotée être chargée dans le coffre. Le shérif ne sortit même pas de son véhicule. Mais qu'est-ce qui se passe? La voix de Barry tremblait. Ils regardèrent le SUV du shérif s'éloigner de la ferme et poursuivre sa route dans la même direction. L'autre voiture fit demi-tour et reprit la route vers la ville. « Appelle Rodriguez maintenant » dit Thomas. Barry était déjà en train de composer le numéro. Lorsque le détective a répondu, Thomas a attrapé le téléphone. « Inspecteur, nous venons d'assister à la réception par le shérif Ridge de ce qui semble être une personne kidnappée. Ils ont chargé une personne ligotée et les yeux bandés dans son coffre, dans une vieille ferme près de l'autoroute 67. C'est une accusation grave. Êtes-vous absolument certain de ce que vous avez vu? Deux yeux peuvent être erronés. Thomas dit d'un ton sombre, mais 4 yeux ne rateront pas ce genre de détails. Barry l'a vu aussi. Barry hocha vigoureusement la tête, même si le détective ne pouvait pas le voir. Confirmé. Quelqu'un a été transféré d'un véhicule vers celui du shérif. Il était définitivement attaché. La voix de Rodriguez est devenue toute professionnelle. Si ce que vous dites est vrai, je vais devoir émettre un avis de recherche immédiatement. Toutes les unités seront alertées pour intercepter le véhicule du shérif. Allez-y, dit Thomas. J'envoie des unités sur place. Si le shérif prend cette route, il se dirige vers l'une des rares sorties d'Alpine. Nous pouvons installer des barrages routiers. Peux-tu faire ça discrètement, demanda Thomas. Pour qu'il ne se doute de rien. Cela dépend du nombre d'hommes loyaux qu'il a à son poste, mais peu importe. L'avis de recherche garantira son arrestation. Je m'en occupe personnellement. Rodriguez marqua une pause. Thomas, Barry, il commence à faire nuit. Vous devriez faire demi-tour. Laissez-nous gérer ça. Thomas a démarré son moteur et s'est remis sur la route. Si la personne dans son coffre est Terry ou ma fille Savannah, je ne le lâcherai pas. Faites vite, inspecteur. On sera en sécurité. Thomas, on sera prudent, dit Thomas en raccrochant. Il appuya sur l'accélérateur, suivant les feux arrière du shérif au loin tandis que l'obscurité s'installait sur le paysage texan. Thomas laissa l'inspecteur Rodriguez parler au micro tandis qu'il continuait à suivre le SUV du shérif. La voix de l'inspecteur grésillait dans le téléphone, coordonnant les unités tout en restant en ligne avec elle. Il se dirige vers la sortie de la frontière du comté, a rapporté Thomas. Mais alors même qu'il le disait, les feux de freinage du shérif se sont allumés et le SUV a soudainement bifurqué sur une autre route. Il a changé de direction, dit Barry d'un ton pressant. Il ne quitte pas la ville.
La voix de Rodriguez était sombre. Quelqu'un à la gare a dû le prévenir de l'avis de recherche. Continuez à le suivre, mais gardez vos distances. Ils roulèrent encore 10 minutes sur un terrain de plus en plus désolé. Le véhicule du shérif ralentit enfin et s'engagea sur un chemin de terre accidenté qui menait à ce qui ressemblait à un ranch abandonné. Thomas distinguait la silhouette des bâtiments sur le ciel qui s'assombrissait, une maison principale et plusieurs dépendances, dont ce qui semblait être de vieilles écuries. « Inspecteur, il est arrêté dans un ranch abandonné », rapporta Thomas en indiquant l'emplacement. « On dirait l'ancienne propriété des Hartley. Elle est vide depuis des années. » « Des unités sont en route, » répondit Rodriguez. « N'approchez pas. Je répète, n'approchez pas des bâtiments. » Thomas quitta la route à environ 200 mètres de l'entrée du ranch et se gara derrière un bosquet de broussailles. Ils regardèrent le SUV du shérif s'arrêter près d'une des écuries. Dans la pénombre, ils virent le shérif Ridge sortir de son véhicule et se diriger vers le coffre. Il peinait à supporter le poids de la personne qui l'avait tiré. La silhouette ligotée était inerte, soit inconsciente, soit trop faible pour résister. Il les porta, soit traîna, vers l'entrée obscure de l'écurie. « Je dois me rapprocher, » dit Thomas en attrapant la poignée de sa porte. Barry lui saisit le bras. « Non, on ne peut pas aller plus loin. Tu as entendu l'inspecteur. Ça pourrait être ma fille là-dedans. C'est possible. Ou alors, c'est peut-être un piège. On attend les renforts. » Barry serrait fermement la main. « S'il te plaît, Thomas. On est arrivé jusqu'ici. Ne fais pas quelque chose qui pourrait nous coûter la vie à tous. » Les poings de Thomas se serrèrent, mais il resta dans le camion. Les minutes s'écoulèrent comme des heures tandis qu'ils observaient l'écurie, apercevant de temps à autre le mouvement des faisceaux de lampes torchées à travers les interstices des murs. Puis, tels des fantômes dans l'obscurité, des véhicules de police apparurent, ni sirènes, ni gyrophares, juste des ombres convergeant vers le ranch. Les policiers apparurent et encerclèrent rapidement les bâtiments, leurs mouvements précis et coordonnés. « Ils sont là », souffla Barry. Thomas et Barry sont sortis du camion et ont été immédiatement accueillis par un officier qui a levé la main. « Restez ici, messieurs, pour votre sécurité. » De l'intérieur de l'écurie parvenaient des sons qui glaçaient le sang de Thomas, des cris de détresse, des bruits de résistance et une voix appelant à l'aide. C'était une voix féminine. « Allez! Allez! Allez !» cria quelqu'un, et les policiers prirent d'assaut l'écurie. Les minutes qui suivirent furent chaotiques, cris, bruits de lutte, d'autres policiers appelant des renforts et une assistance médicale. Thomas se retrouva à avancer malgré l'avertissement du policier, Barry à ses côtés. Le shérif Ridge fut amené menotté, le visage crispé par la rage. Lorsqu'il aperçut Thomas, son expression devint venimeuse. « Tu vas le regretter, Walker, » gronda-t-il. « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Tu viens de signer ton propre. »« Tais-toi » dit l'un des officiers en le poussant vers une voiture de patrouille. Un autre officier est sorti du SUV du shérif, tenant un téléphone. « Le détective Rodriguez doit voir ça », a-t-il crié. Les messages du shérif, il parlait de déplacer la femme hors de la ville et de planter des os. Rodriguez arriva quelques instants plus tard, prit le téléphone et le consulta avec une inquiétude croissante. Il regarda le shérif. « Tu veux nous dire avec qui tu as conspiré ? Ces messages sont assez clairs. » Le shérif serra les mâchoires, refusant de parler. Barry s'avança. « On sait où il les a rencontrés plus tôt à cette ferme. Je ne connais pas les routes exactes. » Mais Thomas a sorti son téléphone et a ouvert l'application GPS. « Ici, » dit-il en montrant l'endroit précis au détective. « C'est là que nous avons vu le transfert. » À ce moment précis, des officiers sortirent de l'écurie, soutenant une femme entre eux. Même dans la faible lumière après 9 ans Thomas connaissait Savannah. Il respirait. Elle était maigre, terriblement maigre, ses vêtements étaient sales et déchirés. Mais elle était vivante. L'équipe médicale qui arrivait a immédiatement pris le relais, la guidant vers l'ambulance qui venait d'arriver,
ses lumières peignant la scène en alternance de rouge et de blanc. L'un des officiers qui vérifiait le téléphone du shérif a soudainement levé les yeux. « Inspecteur, nous venons de recevoir un message. Quelqu'un a envoyé les coordonnées. Il dit que c'est là qu'ils enterrent les ossements. » « Bingo », dit Rodriguez d'un ton sombre. Il sortit sa radio. « Centrale, j'ai besoin de plusieurs unités de renfort et d'une équipe tactique. Nous menons une opération qui semble être un trafic de drogue. » Il regarda de nouveau le téléphone du shérif. Les messages mentionnaient des paiements pour drogue et des primes mensuelles. Et j'ai besoin d'une autre équipe à ces coordonnées pour intercepter les suspects qui tentent d'enterrer des restes. Plusieurs officiers se préparaient à partir pour le raid. Barry s'approcha d'eux avec empressement. « Je viens avec toi. Si c'est lié à la ferme, mon frère y est peut-être. »« Monsieur, c'est une opération tactique. »« Mon frère est l'agent Terry Granger, » insista Barry. « Il est peut-être avec ces gens. » L'officier principal regarda Rodriguez, qui hocha la tête. « Tout le monde connaît Terry. Nous l'identifierons s'il est là. Mais vous ne pouvez pas participer au raid, monsieur Granger. C'est trop dangereux. Nous vous contacterons dès que la sécurité sera assurée. » Les épaules de Barry s'affaissèrent. « J'espère que tu ne le trouveras pas là-bas. J'espère qu'il est vraiment au Mexique. » Thomas entendit à peine cet échange. Il se dirigeait déjà vers l'ambulance où Savannah était soignée. Elle semblait plus stable maintenant, une perfusion dans le bras, les médecins vérifiant ses constantes. Lorsqu'elle le vit approcher, elle tenta de se lever malgré les protestations du médecin. Elle vacilla, et Thomas se précipita pour la rattraper. Elle se retrouva alors dans ses bras, le visage enfoui dans son cou, le corps secoué de sanglots. « Papa » murmura-t-elle d'une voix forte. « Papa, je savais que tu me trouverais. Je savais que tu n'abandonnerais pas. » Le médecin lui parla doucement. « Monsieur, elle a été sous l'emprise d'un sédatif, mais son effet se dissipe. Elle a subi un traumatisme important et a besoin de soins hospitaliers immédiats. » Rodriguez avait suivi Thomas et se tenait maintenant à proximité, son carnet à portée de main. Savannah le regarda, les yeux pleins de larmes. « Le shérif, » commença-t-elle d'une voix brisée, il s'est servi de moi. Il voulait me tuer au début, mais il leur a interdit. Il leur a dit de me garder en vie pour ses visites. » Thomas sentit la rage monter en lui, mais il garda une voix douce. « Qui sont-ils, ma chérie ? » « Des trafiquants de drogue. Miguel Salazar est leur chef. Ils m'ont enfermé dans leur ferme, dans un bunker caché aménagé dans un ancien silo à grains. » Elle regarda Rodriguez. « Le shérif est corrompu. Il les a aidés à opérer, les couvrant, faisant disparaître des enquêtes. En échange, il le payait tous les mois et me maintenait en vie. Il m'appelait le jouet du shérif. » Rodriguez écrivit rapidement, le visage sombre. « On va tous les avoir, mademoiselle Walker. Nos équipes sont déjà en mouvement. » Le médecin l'interrompit doucement, « Il faut absolument qu'on la transporte. » Thomas regarda Barry, sortit ses clés de camion de sa poche et les lui lança. « Utilise-les aussi longtemps que tu en auras besoin. Je l'accompagne. » Barry attrapa les clés et hocha la tête en signe de compréhension. Thomas monta dans l'ambulance aux côtés de sa fille, lui prenant la main tandis que les secouristes poursuivaient leur travail. Alors que les portes se refermaient et qu'il s'éloignait de la scène de cauchemar, il commença à expliquer tout ce qui s'était passé depuis ce matin-là, la découverte de son camion, le comportement suspect du shérif, sa rencontre avec Barry et la course-poursuite qui avait mené à son sauvetage. Savannah lui serra faiblement la main. « Je veux tout dire à la police, » dit-elle. « Une fois qu'ils m'auront soigné, je veux contribuer à l'enfermer définitivement. » La salle des urgences de l'hôpital général Alpine était un véritable tourbillon d'activité. Thomas regardait, impuissant, l'équipe médicale emmenait Savannah pour examen et traitement. Il se retrouva dans la salle d'attente, affalé sur une chaise en plastique inconfortable qui avait vu trop de familles inquiètes.
Pour la première fois depuis l'arrivée de la voiture de police à son ranch cet après-midi, Thomas n'avait plus qu'à réfléchir. La rage qui couvait sous son calme forcé commença à déborder. 9 ans de souffrance pour sa fille pendant que ce salaud de shérif jouait les justiciers inquiets, faisant semblant d'enquêter, de se soucier de tout. L'odeur d'antiseptique de l'hôpital était suffocante. Thomas se leva brusquement et se dirigea vers la sortie, ayant besoin d'air. Il sortit le paquet de cigarettes qu'il gardait dans sa veste pour les urgences. Il avait arrêté depuis des années, mais certaines habitudes ont la vie dure. Il s'apprêtait à en allumer une lorsqu'une voix l'appela, « Monsieur Walker ». Thomas se retourna et vit un médecin en tenue chirurgicale s'approcher. Il empocha rapidement sa cigarette. « Je suis le docteur Chin. J'ai examiné votre fille. Comment va-t-elle » L'expression du médecin était soigneusement professionnelle, mais Thomas percevait la colère sous-jacente. Physiquement, elle souffre de malnutrition et d'une insuffisance pondérale sévère. On constate des signes de violence physique répétée, d'anciennes fractures mal cicatrisées, des cicatrices dues au contention. Il marqua une pause. Elle a également développé des infections de son système reproducteur, notamment des IST. Elle souffre également de problèmes respiratoires, probablement dus à une exposition prolongée à des produits chimiques. Nous comprenons qu'elle était enfermée dans un silo où étaient entreposés des médicaments. Thomas sentit ses genoux faiblir. Il s'appuya contre le mur pour se stabiliser. Son état est stable maintenant, poursuivit rapidement le docteur Chin. Nous avons commencé un traitement contre les infections et une thérapie nutritionnelle, mais elle devra rester hospitalisée pendant toute la durée du traitement, au moins une semaine, voire plus. Puis-je la voir ? Bien sûr. Nous l'avons transférée dans la chambre 314. Elle vous réclame. Thomas suivit le médecin dans le dédale de couloir. Arrivé à la chambre, le docteur Chin s'arrêta à la porte. Elle a subi un traumatisme inimaginable, monsieur Walker. Le rétablissement prendra du temps, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Thomas hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Le médecin partit et Thomas entra dans la chambre. Savannah paraissait petite dans son lit d'hôpital, une perfusion au bras, des moniteurs surveillance et constante vitale. Mais ses yeux étaient alertés, en le voyant, elle essaya de sourire. « Papa ». Il s'approcha d'elle et s'assit près d'elle. « Je suis là, ma chérie. »« Je suis désolé, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolé de ne pas être rentré ce soir-là. »« Non. » Thomas lui prit doucement la main, conscient de sa fragilité apparente. « N'ose même pas t'excuser. C'est moi qui suis désolé. Je suis parti te chercher cette nuit-là, j'ai vu que tu étais parti, mais j'ai cru que tu étais simplement parti ailleurs. Peut-être camper ou aller en ville. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse t'emmener. » Sa voix se brisa. Si j'avais appelé la police cette nuit-là au lieu d'attendre jusqu'au matin. Arrête. Savannah resserra légèrement sa main. Si quelqu'un est à blâmer, c'est le shérif Ridge. Il était censé protéger les gens. Au lieu de ça, il a utilisé son insigne pour faire le mal. Son regard se durcit avec une force qui le surprit. C'est lui le monstre ici, papa, pas toi. Un coup frappé à la porte les interrompit. Un jeune officier entra avec hésitation. « Désolé de vous déranger. L'inspecteur Rodriguez m'a chargé de recueillir la déposition de mademoiselle Walker lorsqu'elle sera prête. » Thomas se leva, l'instinct protecteur éveillé. « Sauf votre respect, officier, vu ce qui s'est passé avec le shérif et la nature sensible de cette affaire, je préfère attendre l'inspecteur Rodriguez lui-même. » L'officier hocha la tête en signe de compréhension. « Je le préviendrai, monsieur. » Les heures passèrent. Thomas somnolait par intermittence sur la chaise près du lit de Savannah, se réveillant à chaque mouvement ou bruit qu'elle faisait. Finalement, vers minuit, l'inspecteur Rodriguez arriva, l'air épuisé mais déterminé. Il était accompagné d'un autre policier portant du matériel d'enregistrement. « Je suis désolé pour le retard », a déclaré Rodriguez. « La nuit a été longue,
faite d'arrestations et d'interrogatoires. Je comprends, dit Thomas. Savannah se redressa légèrement dans le lit. Je veux tout te raconter de cette nuit-là. Rodriguez et les officiers ont installé leur équipement et Savannah a commencé son histoire, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle parlait. Je transportais du bétail ce soir-là, comme d'habitude. J'ai pris le camion vers 20 heures avec du fourrage, direction notre pâturage à l'extrême ouest. La nuit était claire, la visibilité était bonne. J'allais justement ramener le bétail au camion quand j'ai aperçu des lumières dans un AOY au sec, près d'un ancien puits abandonné. Elle marqua une pause, se ressaisissant. C'était un échange de drogue. Je voyais des hommes charger des colis entre les véhicules. Je n'en avais jamais vu auparavant, mais je savais qu'il fallait que je file. J'ai couru vers mon camion, abandonnant le bétail. Je n'ai pas eu le temps de les rassembler, mais l'un d'eux m'a aperçu, Miguel Salazar. J'ai essayé de m'enfuir, mais il m'a poursuivi dans son pick-up, tous feux éteints, en mode blackout. Il a percuté mon camion par derrière et m'a forcé à quitter la route. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'a tiré hors de la cabine. Il m'a attaché les mains avec des attaches autobloquantes et m'a bandé les yeux. Les poings serrés de Thomas, elle continua. Je l'ai entendu appeler quelqu'un par radio. Il n'arrêtait pas de dire, « Shérif, on a un problème. » C'est là que j'ai su que c'était le shérif Ridge. Il est arrivé à la ferme où il m'avait emmené. Je les entendais se disputer sur la marche à suivre. Miguel voulait me tuer et abandonner le camion quelque part au fin fond du désert, mais le shérif. Sa voix tremblait. Il a dit qu'il me voulait pour lui, qu'il leur avait dit de me garder en vie. Miguel a soutenu que j'étais un handicap, mais le shérif lui a rappelé toutes les fois où il les avait couverts, réparé leurs bêtises, détourné des enquêtes. Il a dit qu'il lui devait ça, me garder en sécurité et en vie pour son divertissement, en plus de l'argent qu'il lui avait déjà versé. Le visage de l'inspecteur Rodriguez était impassible tandis qu'il prenait des notes. Ils m'ont enfermé dans un bunker caché, aménagé dans un silo à grains de la ferme. Je les ai entendus projeter d'enterrer mon camion. Le shérif leur a parlé d'un site de forage pétrolier abandonné près de Terlinga. Il a dit que le trou était déjà là, il suffisait de vider le camion et de le recouvrir. Elle a regardé son père. Après ça, tout est devenu flou. Ils m'ont déplacé d'une propriété à l'autre au fil des ans et m'ont gardé sous sédatif la plupart du temps. Il y avait une femme, une infirmière qui travaillait pour le cartel. Elle m'a maintenu en vie et a soigné mes blessures. Ils l'ont tuée l'année dernière parce qu'elle avait fait preuve de trop de compassion. Jésus, murmura Thomas. Rodriguez leva les yeux de ses notes. Madame Walker, votre récit concorde avec ce que Miguel Salazar nous a dit ce soir. Il a confirmé qu'ils avaient utilisé des camions lourds pour remplir ce puits de pétrole avec du sable du désert, travaillant toute la nuit. Le shérif a manipulé toutes les images des caméras de circulation pour brouiller les pistes. Thomas retrouva sa voix. Et Terry Granger? Il travaillait à la police routière. A-t-il aidé le shérif? L'expression de Rodriguez devint encore plus sombre. Nous avons trouvé Terry à la ferme ce soir. Il est vivant, mais à peine. Apparemment, Terry avait commencé à se méfier lorsque le shérif avait demandé des images précises de la circulation et semblait déterminé à contrôler l'enquête. Lorsque Terry l'a confronté, le shérif a fait en sorte que le cartel l'emmène. Ils ont simulé son départ soudain pour le Mexique. Mon Dieu, souffla Thomas. Terry est contraint de travailler dans leur usine de production de drogue depuis 8 ans. Il porte de nombreuses cicatrices de coups de fouet, anciennes et récentes. Ils lui ont mutilé les doigts et les orteils pour s'assurer qu'il obéisse. Rodriguez secoua la tête. Il est aussi à l'hôpital. Dans une autre aile. Son frère Barry est avec lui. Est-ce qu'il va bien physiquement? Il va se rétablir. Mentalement, c'est une autre histoire. Rodriguez sortit son téléphone et leur montra des photos. Autre chose. Nous avons intercepté les hommes de Salazar ce soir à un autre endroit.
Ils enterraient des os mêlés à des vêtements de femmes et des bottes semblables à celles que portait Savannah. Savannah halta. Ils allaient simuler ma mort? Notre expert médico-légal a confirmé que les os proviennent de porcs. Les fémurs et les côtes peuvent ressembler fortement à des restes humains une fois fragmentés et décomposés. C'est assez courant au Texas. Le plan était de vous faire traverser la frontière ce soir tout en créant de fausses preuves pour nous faire croire que vous étiez mort. Clôturer définitivement l'affaire. Le poids de la façon dont ils avaient failli tout perdre pesait sur la pièce. Après que Rodriguez et son équipe soient partis avec la déclaration complète de Savannah, Thomas s'est assis avec sa fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme, épuisé d'avoir revécu son épreuve. Il se tenait dans le couloir, essayant de comprendre ce qui se passait, lorsqu'il aperçut une silhouette familière s'approcher. Barry Granger semblait aussi épuisé que Thomas, mais il y avait du soulagement dans son regard. « Thomas, » dit Barry en lui tendant la main. « Je voulais te remercier. Si on ne s'était pas rencontré dans ce bar, si tu n'avais pas entendu le shérif, je n'aurais jamais retrouvé Terry. » Thomas lui serra la main. « Comment est-il en vie ? » « C'est ce qui compte. » La voix de Barry était chargée d'émotion. 8 ans d'enfer, mais il est vivant. Ils se tenaient ensemble dans le couloir silencieux de l'hôpital, deux hommes liés par une série d'événements improbables qui avaient révélé une profonde corruption et sauvé 2 vies. Rodriguez m'a tout raconté, continua Barry. À propos des os de porc, du projet de déplacer votre fille ce soir. On a tout arrêté juste à temps. Nous allons nous battre, dit Thomas fermement. Faisons en sorte que Ridge et chacun d'entre eux paient pour ce qu'ils ont fait. Barry hocha la tête. Rodriguez a mentionné qu'ils allaient faire appel à des enquêteurs de l'État pour enquêter sur l'ensemble du service de police et éradiquer toute autre corruption. Ils restèrent là, dans un silence complice, tous deux digérant les révélations de la nuit. Parfois, le mal portait à un signe et se cachait derrière l'autorité. Mais ce soir, 2 hommes ordinaires, refusant d'abandonner, avaient révélé ce mal au grand jour. Merci, répéta Barry, de ne pas avoir abandonné. D'avoir suivi ton instinct. Thomas regarda vers la chambre de Savannah. Un père n'abandonne pas sa fille, et un frère n'abandonne pas son frère. Barry sourit tristement. Non, ce n'est pas le cas. Finalement, cette simple vérité avait été plus forte que des années de corruption et de violence. L'amour et la détermination avaient prévalu là où le mal semblait invincible. Ce n'était pas une victoire parfaite. Les cicatrices dureraient toute la vie. Mais Savannah était en vie, Terry était libre et justice serait enfin rendue. Les 2 hommes se serrèrent la main une fois de plus, unis dans leur détermination à aller jusqu'au bout, pour s'assurer qu'aucune autre famille ne souffre comme la leur.